Ouh. VDA 162, le débriefing. Deux étapes dans ce débriefing, coup de pouce, coup de gueule. Commençons par les coups de pouce. L'idée de cette vidéo, c'est tout d'abord de vous donner un maximum de renseignements sur cette course. Objectif, mais bon, évidemment, subjectif aussi parce qu'il y a mon ressenti de coureur, afin de la préparer au mieux si vous souhaitez le faire, car disons-le tout de suite, c'est une course magnifique. Elle est magnifique, le parcours en plus, c'est super intéressant par la diversité, sa technicité, et par la beauté de ses paysages, et par le challenge aussi qu'il impose. Je pense que parmi les ultras que j'ai pu faire, c'est peut-être le plus dur. Alors, tout d'abord, présentons la course. Elle se compose de 3 parties qui correspondent aux 3 massifs qui entourent la ville de Vejla, qui est la capitale du Val d'Aran. La première partie, Vejla-Bossot, fait 55 km pour 4000 de dénive. Autant dire qu'elle donne immédiatement le ton, puisque l'une des particularités de ce coin des Pyrénées, si ce n'est les Pyrénées, mais bon, je connais un peu le massif des Néouvielles, j'en avais pas du tout ce souvenir, c'est des chemins qui vont droit dans les nivelés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et cette première partie, on commence par une grosse montée, par une ligne de crête, et puis après par une succession de bosses qui nous amènent jusqu'à Bossot. Le terrain, alors le terrain, c'est un terrain d'alpage, dans sa très grande majorité. On pourrait dire, oui, c'est super, c'est un terrain souple, ça repose. Le fait est que, compte tenu de la forte inclinaison des descentes, cette herbe, elle est glissante. Et je ne vous dis pas, dans la nuit avec la rosée, ça glisse encore plus. D'ailleurs, si vous avez vu la première partie de la vidéo sur cette course, il y a un trailer qui glisse devant moi et qui se rattrape d'ailleurs de manière assez élégante, bravo à lui. Et il n'avait pas plu, je veux dire, le terrain était sec. Donc faites attention, ces terrains d'alpage ont leur technicité. Ensuite, je rajouterai que heureusement, on n'a pas eu la pluie. Si on a vu la pluie là-dessus, surtout que c'est de la prairie et du coup, on est souvent hors sentier. Ah oui, ça aussi, c'est une particularité. On est souvent hors sentier et du coup, vous avez un terrain qui est totalement irrégulier, avec des sortes de mottes de terre herbeuse, bon, par endroits. Et clairement, c'est technique. Voilà pour la première partie. Passons à la deuxième partie. Vous arrivez à Bossot, c'est le point le plus bas de cette ultra, 713. Et de Bossot, qui est le ravito numéro 5, vous partez en direction de Béret, ravito numéro 10, qui est la base de vie où vous récupérerez votre sac d'allègement. Cette base de vie se situe au kilomètre 103. Donc elle arrive, je dirais, tard dans la course, puisque la course fait 162 km. Vous ne récupérez pas votre matériel à mi-course, vous le récupérez presque à la fin du deuxième tiers. Donc c'est à prendre en compte. Cette deuxième partie fait 48 km, 3300 de dénivelé. C'est une partie beaucoup plus classique. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus classique. Il y a peu d'endroits techniques, si ce n'est le passage de la mine. Alors technique pour 2 raisons. Si vous êtes grand, déjà, il y a 2 petits tunnels à prendre, assez courts, mais il faut se baisser. Et quand vous êtes grand, vous avez un peu mal au dos, voire beaucoup mal au dos, comme c'est mon cas, franchement, c'est l'endroit le plus désagréable pour moi de la course. Mais bon, c'est vraiment très subjectif là pour le coup. Et puis après, par contre, quelque chose de beaucoup plus objectif, dans cette partie mine, vous avez une partie minérale. Vous vous dites, ah oui, tiens, c'est minéral, c'est technique. Bon, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir dans la troisième partie. Mais signalons-le, au niveau de la mine, vous avez une partie plus technique. L'inconvénient de cette deuxième partie, en fonction de la météo que l'on a on a eu vraiment un temps magnifique, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'arbres. Donc on s'est pris, moi j'ai passé ma journée une grande partie de ma journée du samedi dans cette partie, j'ai eu le cagnard tout le temps. Heureusement, vous avez des lacs, vous avez des petits ruisseaux, vous pouvez tremper votre casquette, vous rafraîchir. Je vous déconseille de boire directement l'eau, puisqu'on le reverra dans la partie coup de gueule, il y a eu des problèmes d'intoxication, on y reviendra. Mais en tout cas, pour se rafraîchir, c'est super.
Et vous arrivez à la base de vie, vous dites super, j'ai fait 103 bornes. La suite, troisième partie, ça fait 59 km, il y a 3400, ça se calme. Non, pas du tout. C'est là où vous allez prendre la grande claque. En tout cas, je pense que pour la plupart des coureurs, c'est là où on prend la grande claque. Cette troisième partie, qui débute à Béret et qui se finit à Beila, le départ, qui est aussi l'arrivée bien sûr, elle commence par une pente assez simple, avec des lacets, on est content, il y a une DFCI avant, ça va vite. Bon, moi j'étais en fin de journée, je pensais que j'allais faire la montée dans la nuit, finalement ça va vite, et je bénéficie encore des dernières lumières du jour, et je me dis ça va aller vite, là, ça va vite, il y a la fraîcheur qui arrive, c'est super. Eh bien non, parce qu'à partir de Bans des Traidos, on rentre dans un univers minéral qui est constitué d'un système de lacs et de roches. Ça commence par un sentier qui mélange cailloux, boue, parce que un ruisseau a débordé dedans. Vous dites, bon alors c'est ça le truc technique, ok, mais non pas du tout, c'est que le début, après vous entrez dans un labyrinthe minéral. Un labyrinthe, hein, ça tourne, et vous finissez dans de gros blocs où vous mettez les mains. Et j'ouvre une parenthèse et je la referme, je fais de l'escalade, c'est mon sport, c'est mon premier sport, à un niveau qui voilà, j'ai fait du 8A en travaillant dur, j'ai fait du 8A, donc si je mets les mains dans ces passages, ça veut dire que la plupart des gens, tout le monde va mettre les mains, tout le monde, je vois pas comment on fait autrement. Et là, il y a un petit goût d'échappée belle, que je vais refaire d'ailleurs dans quelques jours, et que j'ai faite en 2017. Il y a un petit goût d'échappée belle, sauf que dans l'échappée belle, cette partie rocheuse, minérale, technique, sur gros blocs, vous la faites au début de l'échappée belle, entre le départ, le Visil, jusqu'à, je crois, le Pléné de mémoire. Hein. Donc c'est là où vous avez ces parties rocheuses techniques. Là, vous les avez à la fin. Et c'est pas la même chose de les faire à la fin. Enfin, je trouve. Vous arrivez à ce col, j'ai oublié le nom, le col, je l'ai mis dans mon film, la vidéo numéro 3 sans doute. Le col de, je sais plus, je crois que c'est Podo, bon. Et là, vous avez une descente que vous ne pouvez pas courir. Alors là encore, hein, je ne veux pas me dresser des couronnes de laurier que je mérite absolument pas, mais j'aime courir dans les sentiers techniques avec de la roche, etc. Parce que tout simplement, je vis dans une région où il y a énormément de caillasses et de sentiers raides en descente avec de la roche. J'ai pas couru, hein. Comme dans l'échappée belle, j'ai pas pu courir. J'ai pas pu courir, c'était trop caillouteux. Donc là, vous avez une descente où vous voyez le temps qui défile et vous dites, mais je suis en train de passer la nuit dans cette partie. Il doit y avoir 14 km, je ne sais pas combien d'heures j'ai mis pour les parcourir, mais j'en ai mis beaucoup. Et vous arrivez en fait à Colomers. Là, Colomers, vous dites, bon, ça va, je suis sauvé, c'est calme. Et méfiez-vous. Méfiez-vous parce que vous sortez de Colomers, vous prenez une DFCI, tout va bien, et puis regardez dans le prolongement de la DFCI, vous voyez que vous ne voyez rien. Le fanion, il est là. Il est là, il brille là, dans une sorte de non-chemin, une sorte d'éboulis, avec de l'herbe, un truc un peu chaotique, et ça passe par là. Et là, vous prenez un raidillon. Bon, c'est pas pour me déplaire, mais c'est un raidillon, clairement, il faut être prudent. D'abord, il faut être prudent parce que vous pouvez décrocher des cailloux et les faire tomber sur les trailers qui sont derrière. Prudent parce que peut-être au-dessus de vous, il y a un autre trailer qui malheureusement peut vous décrocher un caillou. Donc il y a toute une section qui est assez courte, mais méfiez-vous de cette section. Le trailer qui m'accompagnait à ce moment-là, je crois que c'est Johan. Et je crois que c'est Johan qui m'a dit il y a un coureur qui a fait demi-tour, il a refusé d'emprunter ce passage du parcours. Donc c'est pour vous dire, attention, vous n'êtes pas sorti d'affaire quand vous arrivez à Colomers. Vous êtes sorti d'affaire en fait quand vous arrivez à Ressec. Et là vous pouvez souffler. Et vous entamez la dernière partie qui est en alpage, assez proche de la première, des montées raides, des descentes raides, avec une dernière bosse, ça monte, il y a un mur très dur, et puis après ça fait une sorte de faux plat ascendant, vous dites non mais c'est pas vrai, jamais j'arrive à ce petit col.
Ça, c'est aussi une petite marque de fabrique de la course. Hein, vous pouvez avoir des fins de montée de col assez longues. Et vous entamez la descente. Et là, la descente, il y a une FCU au début, et puis après, c'est direct. C'est direct. Il y a des chemins, hein, c'est pas hors sentier, mais le final, c'est direct. Et j'étais vraiment content de le courir, parce que c'est pas évident de descendre dans du dénivelé comme ça, négatif, jusqu'à Veyla pendant je ne sais pas combien de kilomètres, mais il y en avait bien 4 ou 5. Voilà pour une tentative de résumé de la course. Maintenant, les coups de gueule. Alors moi j'en ai 3 de coups de gueule. Je vais commencer par les 2 qui sont les plus anecdotiques et finir par celui qui pose quand même le plus de problèmes. Le premier coup de gueule, c'est ça. Vous franchissez la ligne d'arrivée. Pendant toute la course, vous voyez le staff avec de superbes suites rouges, Val d'Aran. Vous dites, ouais, on va terminer, on va avoir un suite. Non, vous arrivez, vous n'avez même pas le temps de reprendre votre souffle. On vous met ça autour d'une médaille. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'une médaille? Franchement, rien. Il faut que les organisateurs soit arrêtent, soit au moins laissent le choix aux coureurs. Parce que franchement, les médailles, si on a froid, on peut mettre une médaille autour du cou, ça va rien faire, ça va pas nous réchauffer. Alors qu'un sweat, un t-shirt, c'est sympa. Qu'il y ait finisher ou pas écrit dessus, j'en ai rien à foutre. Mais c'est super sympa, c'est pratique. Une médaille, et tu vas pas mettre une médaille chez toi le soir quand t'as froid. Non, je veux dire, c'est débile. Donc arrêtez les médailles. Deuxième coup de gueule, le décalage entre les exigences sanitaires et la réalité. Il me semble qu'il y a une forme d'absurdité à exiger des trailers de porter le masque dans les zones de ravito à partir du moment où les trailers se servent eux-mêmes. Je veux dire, si vous vous servez vous-même, c'est pour manger, c'est pour boire. Moi, je veux bien, j'ai déjà essayé de manger avec un masque et de boire avec un masque, ça marche pas très bien. Alors, je suis pour qu'il y ait des mesures sanitaires, bien entendu, mais il faut que ça soit cohérent. D'ailleurs, personne ne portait les masques dans ces zones-là. Personne, parce que c'était juste impossible. D'autre part, en 2017, échappée belle, on exigeait de tous les trailers, il y avait un bénévole pour leur passer ça, de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Donc il y avait un bénévole qui vous imposait de vous laver les mains, c'est normal. Après vous piochez dans le truc de banane, dans le truc de biscuits salés. Bon, mesures d'hygiène. Ben là, de temps en temps, il y avait pas tout le temps du gel hydroalcoolique, en tout cas je l'ai raté. Mais en plus, personne ne vous imposait de le faire. Et il me semble que ça, c'est une mesure d'hygiène de base. Je parle d'hygiène, même pas de mesures sanitaires. Il faudrait d'ailleurs que tous les trails prennent cette habitude de faire en sorte qu'on puisse se laver les mains et avant d'aller piocher dans des bacs où il y a des choses communes afin de préserver la santé des autres si on est en train d'avoir un début de gastro ou je sais pas quoi. Ça me semble un peu élémentaire. Et quand j'ai fait mon premier UTMB en 2018, j'étais sûr que ça allait être comme sur l'échappée belle. Et j'ai posé la question et non. Bon voilà. Donc, il y a une forme d'incohérence, il me semble, dans le tas, parce qu'il y a un sommet de mesures sanitaires qu'on doit respecter, et finalement, dans la réalité, il ne se passe rien, il faut le dire, il ne se passe pas grand-chose. Ce qui m'amène d'ailleurs au troisième point. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je ne fais pas partie des trailers qui ont eu des problèmes gastriques, diarrhée, je ne sais pas quel autre vomissement, suite à cette course, parce qu'il y a un nombre important de coureurs, ça a même fait l'objet d'un article qu'on peut trouver de l'équipe sur leur site, qui ont été atteints 2 jours, 1 jour, 3 jours après la course par des diarrhées, par une perte de poids importante et qui ont fini, ou ont failli finir en tout cas aux urgences. C'est le cas d'ailleurs des 2 trailers qui ont terminé et qui étaient mes voisins de dortoir en quelque sorte. Bref, là, il y a un problème. Alors, la cause de ce problème, vraisemblablement, il est lié à l'eau. Si un jour j'ai une information sûre, je la mettrai en lien dans cette vidéo ou dans le descriptif de la vidéo. Mais le fait est que pour l'instant, ça reste un point d'interrogation. Alors, j'ai été en contact avec un grimpeur dont le pseudo est J'ai été en contact avec un trailer dont le pseudo est Ratatouille avec un très long nombre qui suit, tu me pardonneras si j'ai pas appris le nombre par cœur, et il m'a donné un tuyau, il m'a dit, il a fait la course, il m'a dit,
j'avais une flasque filtrante. Je suis allé m'en acheter une. Tout simplement parce que je vais faire l'échappée belle et que vers la fin, dans le dernier tiers de l'échappée belle, il y a un endroit où en 2017, tout le monde s'est servi de l'eau dans la rivière. Et c'était d'ailleurs, je crois que l'organisation nous invitait à le faire. Alors, la marque, je ne vous la montre pas, mais vous devinez, c'est une marque, tout ce qu'ils font, ça coûte une blinde. Je vous dis, oui, je peux vous dire le prix de ce truc. Hein. Ça vaut, vous pouvez le trouver entre 35 et 45 euros. Voilà. Et c'est une flasque dont le bouchon est filtrant. Donc, je vais tester ça sur l'échappée belle. Je vous ferai un retour. En tout cas, Ratatouille, apparemment, il en est content. Il en est content. Bon, ça coûte une blinde. Vous pouvez acheter le bouchon à part. Peut-être que vous en avez pour 30 euros si vous achetez le bouchon à part et que vous le greffez sur une de vos flasques. Ça fait plus 500 ml, mais 490, hein, je l'ai dit au passage. Voilà, de contenance. Pour résumer, une course superbe, une course très technique, très exigeante, difficile. Si vous avez l'occasion de la faire, faites-la. C'est quand même un super souvenir. Et faites attention quand vous prenez de l'eau dans les jerrycans ou peut-être dans une source, une rivière de montagne. Faites attention, pensez-y. Il y a un petit truc pour filtrer ou des pastilles. C'est aussi le cas des pastilles. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, puisqu'avec avec ces vidéos, il n'y a pas d'heure, hein, ou matinée. Hein. Et je vous dis à plus tard, oui, pour une vidéo, qui est une vidéo d'entraînement, un week-end choc, 11 jours avant l'échappée belle, ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais où j'ai eu la chance de rencontrer et de bavarder avec Nicolas Martin, notre champion de France de trail. Je crois que c'était en 2017 pour Nicolas Martin. Voilà, je vous remercie.